Ursula von der Leyen n'est pas une amie ni de la France ni de la souveraineté nationale. L'état de droit, normalement, c'est censé protéger la majorité de Français contre l'arbitraire de l'État. Là, ce qui se passe, c'est plus du tout le cas. À l'heure actuelle, on utilise l'état de droit pour protéger une minorité d'illégaux ou de délinquants contre et au détriment d'une majorité de Français. Le Rassemblement national, qu'on le veuille ou non, est le plus grand parti souverainiste de France. C'est tout simplement un scandale. Quand il y a 7% des OQTF qui sont appliqués, dans ces cas-là, on peut dire qu'il y a non-assistance à peuple français en danger. Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, qui passent leur temps à donner des leçons de bonne gestion à tout le monde, ils ont fait en 7 ans 950 milliards de dettes. Au bout d'un moment, il y a la réalité des chiffres. Et je sais que Bruno Le Maire a du mal avec les chiffres. À défaut d'être un bon économiste, Bruno Le Maire, c'est un bon humoriste. C'est le pire bilan de l'histoire de France. La France est surendettée, menacée par l'Union européenne. Peut-elle s'en sortir ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau le président de Reprenons le contrôle, Charles-Henri Gallois. Alors je rappelle en préambule que vous organisez votre université de rentrée de votre mouvement le 19 octobre à Paris, que les gens peuvent s'inscrire, parce que je crois qu'il reste encore de la place. Exactement, alors il faut se dépêcher parce que le nombre de places est limité. Effectivement, c'est sur inscription, l'inscription étant gratuite, même si après il y a des repas auxquels vous êtes bien évidemment conviés pour nous rencontrer, pour rencontrer les invités, et là c'est payant, mais l'inscription en tant que telle pour assister notamment aux tables rondes est gratuite. Bon. Alors, pour commencer cet entretien, on va parler un petit peu du Rassemblement national, parce que nous nous étions quittés sur cette chaîne en juin. Nous avions fait une émission sur la question du Frexit, où vous aviez un peu taclé le Rassemblement national et Reconquête pour leur position vis-à-vis de l'Union européenne. Quelques semaines plus tard, vous rejoignez le Rassemblement national en tant que candidat pour la députation dans la Nièvre. Pouvez-vous nous expliquer, vous l'avez fait par écrit, mais on va le faire par oral, nous expliquer ce qui peut apparaître pour certains comme un revirement? Alors moi, mes convictions personnelles sur la question de l'Union européenne, elles n'ont bien évidemment pas changé. Maintenant, il y a quelle est la meilleure méthode pour y arriver, quels sont les enjeux nationaux. À mon sens, et je l'ai toujours dit d'ailleurs, je suis partisan d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Or, lors des élections législatives, notamment celle-ci, ce n'était pas du tout l'objet, parce que le référendum est d'initiative présidentielle. L'objet de ces élections législatives, c'était quoi ? C'était la situation politique française. À l'heure actuelle, on peut le regretter, on peut dire que c'est très bien, mais elle est telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il y a 3 grands blocs. Et les 3 grands blocs qu'il y avait à ces élections, et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a un bloc dit Nouveau Front Populaire, qui à mon sens était un danger, et toujours un danger mortifère pour la France, avec un programme complètement dingue de libération des prisonniers, un programme de laxisme judiciaire et laxisme migratoire avec une immigration quasiment illimitée, un programme qui était quasiment la fin de la propriété privée, en fait, avec finalement le droit de squatter sans aucun problème, et un programme sur le plan économique, je pense qu'on y reviendra, qui est complètement fou en termes de dépenses publiques, c'est-à-dire qu'on est déjà à des niveaux records de dépenses publiques, et l'idée était de dépenser encore plus, ce qui mènerait la France droit dans le mur. Je pense qu'avec un tel programme, on aurait le FMI en un mois aux portes de la France. Et après, l'autre bloc, il y a 2 autres blocs. Il y a le bloc évidemment macroniste, contre lequel je me bats depuis 7 ans, qui a déjà montré toute sa nocivité pour la France, nocivité pour ce qui est évidemment des finances publiques, nocivité là aussi en termes migratoires avec des chiffres catastrophiques, et on pourra y revenir vu l'actualité récente, et également quelque part une déliquescence de la souveraineté à chaque fois. Ils ont tous cédé à l'Union européenne sur absolument tous les dossiers, plan de relance de l'Union européenne. Maintenant, ils soutiennent les délires d'Ursula von der Leyen qui va aller carrément vers un État fédéral assumé. J'ai vu Bernard Guetta qui était très heureux de ça et qui disait c'est l'occasion de faire un bond en avant fédéral. Donc, quelque part, la Macronie qui représente la mort de la France. Et le 3e bloc, qui est celui représenté par le Rassemblement national. Et qu'on le veuille ou non, alors il y en a qui veulent être plus jusqu'au boutiste et plus royaliste que le roi, le Rassemblement national, qu'on le veuille ou non, est le plus grand parti souverainiste de France. C'est un parti qui s'est toujours opposé à tous les transferts de souveraineté vers l'Union européenne. C'est un parti qui a toujours voté contre les traités de l'Union européenne. Donc c'est ce qu'on appelle
s'il est moins encore un sens, un parti souverainiste, et c'est le plus grand parti souverainiste de France, et surtout les 3 options que mettait le RN sur la table pour les législatives, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire quand on a la prise dans la République, notamment les référendums, mais il y a des choses qu'on peut faire qui sont plus restrictives, mais qu'on peut faire si on a la majorité à l'Assemblée nationale, et si on a notamment le Premier ministre. C'était les priorités de pouvoir d'achat, d'immigration et de sécurité qui me semblaient essentielles. Donc face à ces 2 dangers, en fait, du bloc du Nouveau Front Populaire, du bloc macroniste, il me semblait responsable et cohérent de m'engager dans le grand bloc patriote et souverainiste qui est celui représenté par le Rassemblement national à l'heure actuelle. Et on a vu par ailleurs que les autres stratégies dites souverainistes lors des dernières élections européennes, les résultats parlent d'eux-mêmes, ont été un échec cinglant et ont quelque part acté le fait qu'il n'y aurait pas de rassemblement souverainiste hors du Rassemblement national, parce qu'on a vu que non seulement il n'y a pas eu d'alliance, et il y a eu en plus des scores très très faibles et quelque part de témoignages. Est-ce que vous pensez que le RN est capable d'évoluer justement vers un souverainisme plus anti-européen qu'il ne l'est aujourd'hui? Il l'a été à une époque, il l'est moins aujourd'hui. Je pense notamment au mouvement peut-être incarné par Jean-Philippe Tanguy sur la souveraineté, je crois ce mouvement, comment il s'appelle déjà? L'avenir français. L'avenir français, merci. Donc mouvement gaulliste. Est-ce qu'il y a des guerres de chapelle au sein du RN sur ces questions européennes? Il n'y a pas de guerre de chapelle parce que le RN dans son ensemble a une position souverainiste. Après, il y a des tendances qui sont plus ou moins marquées. Vous savez, le RN, c'est pas une secte. Tout le monde ne pense pas exactement la même chose. Il y a des différences de sensibilité sur tel ou tel thème. Mais après, ce qui fait foi, c'est le programme général que tout le monde applique, respecte, et celui qui est défini entre autres par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Donc, c'est pas une secte. Après, moi, je pense que sur la question de l'Union européenne, c'est la réalité en cas de prise de pouvoir, et je pense une prise de pouvoir qui arrivera très bientôt, qui amènera une radicalité sur la question de l'Union européenne. Parce que pour mettre en place tout un tas de choses, notamment sur les questions migratoires, sur les questions économiques, sur les questions énergétiques également, l'Union européenne sera un obstacle et un boulet. Ça, je l'ai expliqué notamment dans mon dernier livre. Et donc, je pense que la volonté du RN qui est assumée, qui sera faite en question migratoire, va de facto amener une confrontation avec l'Union européenne. Après, il faut voir sur quoi ça débouche, mais je pense que c'est cette réalité-là qui va amener une plus grande radicalité en fait sur la question de l'Union européenne. Et je pense que c'est quelque part l'option la plus importante à court terme en fait pour s'opposer à l'Union européenne, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire les puristes, aller jusqu'au bout. La vraie réalité, c'est que si on avait eu une majorité du RN à l'Assemblée nationale, et on aurait arrêté d'alimenter l'escalade vis-à-vis de l'Ukraine, c'est quand même quelque chose qui est important. On aurait là aussi empêché la question du Mercosur qui va revenir. Donc il y a tout un tas de sujets qui sont importants, qui impactent directement les Français, mais il y en a en fait qui ont l'impression qu'ils sont plus dans une défense de pureté que de défense de l'intérêt des Français, alors qu'il y a des choses à défendre concrètement. Et c'est la même chose à l'heure actuelle où il y en a qui nous expliquent que le RN en fait serait quelque part traître de ne pas vouloir la motion de censure et la destitution. Mais la destitution de Macron, déjà, c'est grotesque parce qu'il n'y a aucune chance que ça aboutisse. Il faut les 2/3 de l'Assemblée nationale et 2/3 du Sénat. Donc les chiffres ne sont pas là. Donc c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Et par ailleurs, le motif avancé et mis sur la table par le Nouveau Front Populaire est absolument grotesque parce que c'est le refus d'avoir nommé Lucie Castex Premier ministre. Mais ça, c'est pas du tout un viol de la Constitution, en fait. C'est juste leur volonté. Donc le motif est grotesque. Et pour ce qui est de la motion de censure, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on en a parlé rapidement, la France est en procédure de redressement par rapport à ses finances publiques. Tout à l'heure. Et si jamais, alors elle a obtenu un délai, mais si jamais il n'y a pas de budget soumis d'ici le 31 octobre, c'est Bruxelles qui prend directement la main sur le budget. Et donc en fait, est-ce qu'il ne faut pas mieux mettre la pression justement pour influencer un budget français plutôt que de laisser complètement la main à Bruxelles? Donc c'est-à-dire que parce qu'il n'y a pas de possibilité de dissolution avant l'été 2025, c'est complètement stupide de dire on va faire une motion de censure a priori qui amènerait à ce que Bruxelles prenne la main sur le budget et fasse un budget encore pire. Donc il y en a en fait qui veulent plutôt la politique du pire, la politique du chaos, plutôt que d'essayer d'améliorer les choses et d'améliorer le quotidien des Français. Le RN, là-dessus, a été très clair, a mis des lignes rouges en matière de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration, d'impôts, pas d'augmentation d'impôts pour les particuliers, pour les classes moyennes et pour les classes populaires. Et donc ça permet d'influencer le budget dans le bon sens plutôt que ce soit Bruxelles qui fasse le budget. Mais il y en a qui sont vraiment parfois dans une position binaire qui est contre-productive et par ailleurs qui n'est en plus pas comprise par les Français. Alors vous avez manqué de peu
d'être élu député. Comment vous avez vécu cette campagne d'entre-deux tours où, on va dire brièvement, vous avez eu affaire à une campagne médiatique plutôt anti-RN. C'est mon plaisir. Là, je vais mettre aussi, je vais dire en contrepartie, qui a aussi été alimentée par des choix de candidats parfois très discutables. Donc comment vous l'avez vécu ? C'est vrai que par rapport à 2022, moi j'ai fait près de 41% des voix au premier tour. Et avec le report de voix de 2022, j'étais largement élu au deuxième tour. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une campagne de diabolisation absolument dingue durant l'entre-deux tours et un phénomène dit de castor. Hein. Quand on a vu la LFI, lors de la première session à l'Assemblée nationale, brandir les cartes électorales, c'est ce que j'ai dit à Maël Bompard, c'est les cartes électorales avec lesquelles vous avez voté Emmanuel Macron en 2017, en 2022, en 2024, là j'ai l'impression d'être comme David Moury à Roland Garros pour Nadal. À chaque fois on peut annoncer les années qui augmentent pour les fans de sport. Et là c'est un peu la même chose, je lui ai dit ça, bon il m'a bloqué dans la foulée, il a pas aimé la réalité, mais la réalité c'est que il y a eu 9000 voix dans ma circonscription pour le nouveau Front populaire lors du premier tour. Ces 9000 voix se sont reportées sur la candidate macroniste, les mêmes nouveaux Fonds populaires qui ont fait élire Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, donc un truc complètement délirant, contre le RN. Donc on avait une sorte de parti unique, de tambouille, de magouille pour sauver leur place face au RN. Et j'ai échoué au deuxième tour à cause de ce transfert intégral. Il n'y a pas du tout eu de baisse de participation. Il y a eu un report de voix intégral. Moi, j'ai récupéré une partie des voix de LR lors du deuxième tour. J'ai augmenté encore le nombre de voix par rapport au premier tour, mais ça n'a pas été suffisant compte tenu de ce report de voix à 100%. Et il y a cet effet-là, cette campagne de diabolisation. Alors certes, quelques mauvais choix de candidats, ça a été reconnu. Il y avait la problématique d'un délai très court. J'ajouterais aussi, juste par rapport aux mauvais choix, il y a eu aussi un programme pas forcément totalement maîtrisé de A à Z par les candidats aussi ou par les porte-paroles. Il y a eu des ambiguïtés à certains moments. Il y a eu juste l'ambiguïté sur le problème des binationaux qui en réalité concernaient très peu de métiers et quelque part secondaires, mais il faut quand même se rappeler que c'est pas le RN qui a mis ce sujet sur la table, c'est des journalistes qui sont allés interroger, qui ont mis ce sujet sur la table. C'était pas une thématique de campagne du RN pour les législatives, donc ça c'est quand même à relativiser aussi. Et après il y a eu le procès complètement dingue fait à Jordan Bardella de revirement sur les retraites, alors que c'est exactement le projet, ce qu'il expliquait. C'est juste que les journalistes, visiblement, ou les opposants politiques de mauvaise foi ne savent pas comment marche le système des retraites. Il expliquait juste comment marchait le système en abrogeant la loi actuelle de Macron qui a un retour à 42 ans de cotisation. Donc ça veut dire un départ âge légal à 62 ans, mais ça dépend quand vous avez commencé à travailler, comme il y avait 42 ans. Et lui expliquait juste que, et à l'heure actuelle c'est plus tard, il expliquait que si vous avez commencé à travailler à 24 ans, eh bien vous partez à la retraite à 66 ans, sauf qu'à l'heure actuelle avec Emmanuel Macron c'est 67 ans, donc c'est un gain de 1 an, mais les journalistes, les opposants politiques de mauvaise foi se sont emparés du sujet pour dire qu'il y avait revirement. Non, c'est juste un retour à ce qu'il y a avant la réforme d'Emmanuel Macron. Donc là aussi il y a eu beaucoup de mauvaise foi et beaucoup une mauvaise maîtrise du concept d'annuité aussi. C'est à la fois mauvaise maîtrise et aussi une sorte de manipulation et de mauvaise foi pour essayer de faire croire que le RN faisait un revirement sur la question des retraites, ce qui n'était pas le cas. Alors, avant d'évoquer la situation économique, on va dire désastreuse de la France, un mot sur la sécurité, parce que c'est un sujet quand même important. La France vient d'être secouée par le meurtre de la jeune Philippine. Encore une fois, c'est une personne en situation d'OQTF. J'ai l'impression de le lire à chaque fois. Il s'est rien passé depuis l'affaire Lola ? C'est ce qui me désole quelque part, qui me rend complètement fou. C'est-à-dire que on en parle beaucoup derrière, il y a des minutes de silence, des marches blanches, mais c'est ce que je dis, en fait, tant qu'il n'y aura pas de changement politique, rien ne se passerait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de changement politique. Cette affaire ce meurtre atroce de Philippines, c'est vraiment le symbole du laxisme migratoire et judiciaire à tous les niveaux. C'est-à-dire que laxisme migratoire, pourquoi ? Parce que cette personne étant sous OQTF, normalement, elle aurait dû être reconduite dans son pays. Elle a été en centre de rétention, mais elle a été relâchée, alors que normalement, un pays qui se respecte devrait garder en centre de rétention jusqu'à l'expulsion, de telle sorte qu'il n'y ait pas de risque comme ceci. Et laxisme judiciaire aussi, parce que cette personne avait déjà violé avant, il avait été condamné
à 7 années de prison, il n'a fait que 5 ans, alors quand bien même la première victime, quelque part de viol, avait expliqué que cette personne était dangereuse, avait tout fait pour empêcher qu'il y ait récidive, mais non, il y a eu un raccourcissement de la peine, cette personne est sortie au bout de 5 ans au lieu de 7, donc ça symbolise vraiment le laxisme migratoire et judiciaire, et on le voit encore, il y a un autre cas qui est hallucinant, vous avez certainement suivi ça, quand on parle, Bruno Retailleau a été brocardé parce qu'il disait que l'état de droit, il y avait un problème sur l'état de droit. Il disait, je le citais, l'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. Et là-dessus, il a raison. Alors, il a rétropédalé entre-temps. Donc, pour moi, ce rétropédalage veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ça annonce déjà tous les renoncements qu'il va y avoir. En plus, il a un ministre de la Justice qui est complètement opposé à ça, qui dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de laxisme judiciaire. Mais l'état de droit à l'heure actuelle, il est défaillant. L'état de droit, normalement, c'est censé protéger la majorité de Français contre l'arbitraire de l'État. Là, ce qui se passe, c'est plus du tout le cas. À l'heure actuelle, on utilise l'état de droit pour protéger une minorité d'illégaux ou de délinquants contre et au détriment d'une majorité de Français. Donc c'est un état de droit qui est complètement défaillant, évidemment, qui doit être réformé. Enfin, on a encore vu quelque chose de complètement dingue. Un dit réfugié algérien, qui a été condamné pour agression sexuelle sur mineur, le Conseil d'État, c'est le JDD qui l'a révélé récemment, c'était une décision, je crois, du 31 juillet, le Conseil d'État a confirmé son statut de réfugié. Alors, quand bien même l'OFPRA avait dit que c'était un scandale, qu'il fallait pas, etc., compte tenu de ce passé judiciaire, la Cour nationale de droit d'asile, elle avait validé le statut de réfugié, ça a été confirmé par le Conseil d'État. Donc en fait, ce qu'ils appellent l'état de droit, c'est ça, c'est un laxisme judiciaire au détriment d'une majorité de Français. Ça, c'est encore un cas qui est scandaleux. Et cette personne qui a déjà commis une agression sexuelle sur une mineure, il n'est pas du tout exclu qu'il y ait récidive dans quelques années. Et, ils diront c'est un scandale, c'est malheureux, etc. Mais en fait, rien n'aura été fait pour protéger les Français. Je pense que la multiplication de ces cas-là, et vous l'avez dit, le nombre de cas d'agression, de violence, de viol, de meurtre de personnes sous EQTF, c'est tout simplement un scandale. Quand il y a 7% des EQTF qui sont appliqués, dans ces cas-là, on peut dire qu'il y a non-assistance à peuple français en danger. Certains me disent, oui, des fois, ces crimes atroces sont commis par des Français. Mais bien évidemment. Et bien évidemment, là aussi, il faut les condamner. Le laxisme judiciaire, ça vaut pour tout le monde, pas seulement pour les étrangers. Mais ce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, c'est que là où c'est un scandale, quand c'est une personne sous EQTF ou un étranger qui n'avait rien à faire sur notre sol, c'est que c'est un crime qu'on aurait pu éviter. On a assez de cinglés et de tarés nationaux de chez nous pour en plus accueillir tous les cinglés et tous les tarés du reste du monde. Et donc dans ces cas-là, on peut protéger les Français. Or, ce n'est pas fait, c'est en ça que c'est un véritable scandale, et c'est en ça que le cas de Philippines, de Lola et tant d'autres est révoltant et scandaleux. Parce que cette notion d'état de droit, finalement, on la sacralise, mais sacralise derrière aussi la justice, tout l'organe judiciaire, du Conseil constitutionnel au juge, au petit juge de province. Mais est-ce qu'il n'est pas le temps aussi de sacraliser un peu le peuple français ? Vous l'avez dit un peu, c'est-à-dire que finalement, ce peuple français, on lui demande pas son avis, il courbe la tête, il prend des coups, et finalement personne n'est là pour le défendre, et même sa justice ne le défend plus. Ben moi, je sacralise évidemment la démocratie et la souveraineté nationale, ce qui vont de pair. Et normalement, le juge n'est que la bouche du droit. Et le droit, c'est pas les juges qui décident du droit, ce sont les politiques qui sont l'expression et qui sont les représentants des Français. Et donc, si le peuple français veut une réponse pénale qui soit plus sévère, si le peuple français veut être plus ferme, et tous les sondages le montrent en matière migratoire, c'est-à-dire une fermeté totale vis-à-vis de l'immigration illégale, une immigration zéro illégale et une réduction drastique des flux migratoires, même légaux, qui sont beaucoup trop importants dans notre pays, près de 500 000 par an, c'est délirant. C'est une ville comme le nombre d'habitants, la ville de Toulouse, qui est la 4e ville de France chaque année, c'est complètement délirant. En 2 ans, vous avez la ville de Marseille. Si les Français veulent... Il y en a une partie qui repartent. Oui, mais c'est pas forcément les mêmes. Vous avez le nombre d'expatriés français qui a fait du x2 en 10 ans. Et donc, si les Français veulent ça, c'est à la loi de s'adapter aux désirs des Français. C'est pas aux juges de décider contre l'intérêt des Français. Ça s'appelle la démocratie, mais il y en a qui ont beaucoup de mal avec ça, qui voudraient que les Français n'ont pas leur voix au chapitre, et donc ils se réfugient derrière ce qu'ils appellent l'état de droit. Mais encore une fois, l'état de droit, ça doit fonctionner pour protéger une majorité de Français contre l'arbitraire de l'État, et pas pour protéger une minorité de délinquants et d'illégaux au détriment d'une majorité de Français et au danger d'une majorité de Français.
C'est très surprenant par ailleurs, et vous l'avez dit, hein, c'est sur les sondages, finalement, une majorité des Français est pour un contrôle beaucoup plus strict de l'immigration, mais également à gauche. Bien sûr. Ça devrait faire consensus, et pourtant ça bloque. Et pourtant, le syndicat de la magistrature va être contre, et pourtant le NFP va être contre, alors que les électeurs sont pour. Mais vous avez vu la levée de bouclier complètement délirante à gauche suite aux propos de Bruno Retailleau, qui n'étaient pas non plus des propos ultra révolutionnaires. C'est-à-dire que pour eux, expliquer qu'il faut être plus ferme en matière d'immigration et que l'état de droit est parfois un obstacle au détriment de ce que veulent les Français, c'est un scandale absolu, c'est un crime de lèse-majesté. Donc ça montre bien, surtout les sondages qui montrent que même à gauche, il y a une volonté de fermeté en matière migratoire, enfin Français électeurs de gauche, ça montre bien la déconnexion absolument totale des politiques, syndicats et autres de gauche par rapport à même à leur base en fait. Ils sont complètement hors sol et déconnectés de ce que vit une majorité de Français. En fait, ce décalage était absolument sidérant. La levée de bouclier pour Bruno Retailleau et même son rétropédalage derrière, comme je l'ai dit, annonce à la fois les renoncements, mais montre qu'il y a une espèce de caste qui est complètement déconnectée de ce que souhaitent les Français. Alors cette caste, elle a également lourdement endetté notre pays, hein, ces 30, 40, 50 dernières années. Donc aujourd'hui, on en est à un stade où on en est à 3 000 milliards d'euros de dette publique. On emprunte aujourd'hui, la France emprunte pour payer sa dette à des taux équivalents à ceux de l'Espagne et se rapproche de ceux de la Grèce. Le taux à 5 ans grec est même inférieur au taux à 5 ans français. C'est absolument catastrophique. Est-ce qu'on peut encore éviter le désastre ? On peut toujours, mais disons que qu'est-ce qu'ils ont ajouté ? Alors, on va peut-être rappeler un petit peu les chiffres et la catastrophe en fait en cours. Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, qui passent leur temps à donner des leçons de bonne gestion à tout le monde, ils ont fait en 7 ans 950 milliards de dettes. Il avait fallu 53 ans avant pour faire ça. Et ils ont fait ça en 7 ans. La totalité du niveau de dette publique en 2003, c'est ce qu'ils ont fait en 7 ans. Donc on est sur des chiffres absolument dingues. Ils essayent de nous expliquer que eux, ils ont sauvé la croissance, ont protégé les Français. C'est complètement faux. Quand vous regardez la croissance et la dette, le ratio qui permet de voir ça, c'est le ratio dette sur PIB. Quand vous regardez l'évolution depuis 2017 du ratio dette sur PIB, la France c'est le pire d'Europe. Il y a que la Roumanie qui a fait un peu mieux, mais qui a fait pire, pardon. Mais la Roumanie partait d'un taux d'endettement bien plus bas. En fait, donc la France est de loin le mauvais élève en dette sur PIB. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de compensation par une meilleure croissance. Non, c'est qu'ils ont cramé la caisse pour des résultats en termes de croissance qui sont ridicules. De toute façon, enfin même si on raisonne d'un point de vue privé, quand vous augmentez la dette sur PIB, c'est-à-dire que en fait vous dépensez 3 pour faire 1 de PIB. Donc c'est pas quelque chose qui est rentable, c'est tout l'inverse. Donc ils ont complètement cramé la caisse et il est bien sûr possible d'inverser les choses. Et il y a 2 solutions. Il y a ce qu'essaye de proposer Michel Barnier qui comprend des hausses d'impôts. Moi je pense que c'est une erreur. Parce que pour l'activité économique, il faut de la stabilité fiscale, que vous ne pouvez pas matraquer fiscalement les ménages, ce sera un scandale absolu parce qu'on a déjà une pression fiscale qui est absolument énorme, surtout dans un contexte où il y a eu une perte de pouvoir d'achat très importante avec l'inflation, et vous avez l'inflation officielle et vous avez l'inflation que vivent les Français, c'est-à-dire que plus vous êtes un Français modeste et plus vous êtes impacté par les postes d'énergie et d'alimentation, et ceux-là ils ont augmenté bien plus vite que le taux d'inflation mesuré par l'INSEE. Donc vous avez une perte de pouvoir d'achat réel qui est bien plus importante. Vous ne pouvez pas rajouter de la pression fiscale là-dessus. L'autre option, c'est de baisser la dépense publique. Je vais quand même me faire l'avocat du diable sur cet aspect fiscalité, parce que si on cible, notamment, on voit bien sur les entreprises, les grandes entreprises, l'augmentation des dividendes qui atteignent des montants records. On a les rémunérations des patrons du CAC 40 qui atteignent également des niveaux records. Donc pour le Français moyen, il se dit qu'il y a peut-être de l'argent à prendre là également. Pas forcément, parce que c'est d'ailleurs ce qu'a dit Michel Barnier, il entend cibler plutôt les plus riches. Oui, mais ça, pourquoi moi je parle d'un point de vue activité économique, parce qu'il faut pas oublier que ces entreprises, c'est des multinationales et que ces entreprises, elles réalisent pas tout leur chiffre d'affaires qu'il y a en France. Et on peut très bien imaginer que si la fiscalité
devenait trop importante, il délaisserait encore plus l'activité en France pour aller ailleurs et qu'on serait pas gagnant d'un point de vue de la récolte en fait fiscale. Le scandale, ce qui se passe, c'est que il y a le niveau total de dette publique dont j'ai parlé, mais il y a le problème du déficit cette année. Moi, je l'avais annoncé dès début septembre 2023 et le premier projet budgétaire. J'avais expliqué que les hypothèses étaient complètement irréalistes et que c'était un budget insincère. C'est-à-dire que dans les hypothèses, vous aviez une croissance de 1,4%, alors que tous les instituts donnaient entre 0,8 et 1%. Et ils expliquaient dans leur budget que le budget allait être à 4,4 de déficit parce qu'il y allait avoir une augmentation des rentrées fiscales du fait de cette croissance à 1,4. Sauf que la croissance n'étant pas 1,4, vous n'avez pas ces rentrées fiscales et vous avez finalement un déficit. Alors Michel Barnier dit que si rien n'est fait en prenant les chiffres à l'heure actuelle, ça serait 6,2, alors que le gouvernement annonçait encore, même en avril de cette année, que ça serait 5. Donc en fait, là aussi, il y a dissimulation, il y a compte insincère. Enfin, est-ce qu'on peut parler de scandale d'État par rapport à Bruno Le Maire? Mais c'est un scandale d'État. Normalement, quand vous faites un budget, en tout cas c'est le cas en entreprise, vous faites un budget qui est réaliste avec des hypothèses plutôt ambitieuse mais raisonnable de telle manière à faire mieux que votre budget. Là, c'est l'inverse. En fait, on est dans une sorte de cavalerie financière où, en fait, vous mettez des hypothèses de croissance qui sont irréalistes pour présenter un déficit qui est complètement fictif mais à la baisse. Et ce d'autant plus que là-dedans, vous avez qui baisse artificiellement le déficit, les rentrées du plan de relance de l'Union européenne. On a déjà récupéré 30 milliards sur les 40, mais ça fait baisser le déficit, sauf que ce qui explique pas, c'est ce qu'on va devoir payer derrière. Et ça va être à partir de 2028, ce qui va aggraver chaque année le déficit. À partir de 2028, vous allez devoir rembourser 117 milliards d'euros de 2028 à 2058. C'est 4 milliards d'euros par an que vous allez ajouter. Ça va être à partir de 2028. J'aimerais bien que Michel Barnier en parle, même s'il sera très certainement plus Premier ministre à ce moment-là, parce que lui-même avait expliqué dans Le Monde que ce que j'expliquais moi dès le début en fait de ce scandale du plan de relance de l'UE, que les ressources propres ne suffiront évidemment pas et que ce sont les États qui vont devoir payer ce plan de relance de l'Union européenne. Et donc c'est un scandale d'État, c'est un scandale d'État parce qu'il y a dissimulation et cavalerie financière de Bruno Le Maire à ce niveau-là. Il y a la question aussi des reports de budget pour faire baisser artificiellement le déficit. Historiquement, il y avait 2-3 milliards qui pouvaient être reportés. Maintenant, depuis le Covid, on est à près de 20 milliards, donc ce qui permet de reporter à chaque fois et de baisser artificiellement le déficit, mais vous repoussez ça sur l'année d'après. Donc ça, c'est une sorte de cavalerie financière. Il y a la question aussi des primes d'émission au niveau de la dette, qui font baisser artificiellement la dette à court terme et qui renchérissent le coût à long terme. Il y a tout un tas d'artifices qui ont été mis en place malgré le déficit record pour en fait planquer la dette. Donc il y a un scandale d'État et on comprend d'ailleurs que tous ces gens-là s'opposent à ce qu'il y ait un audit externe des comptes en fait de l'État et des dépenses publiques parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ressortiraient de tout cela. Vous êtes rappelé d'ailleurs le poids de la dette. La dette, si je dis pas de bêtises, les chiffres, je l'ai plus en tête, je crois que c'est autour de 50 milliards d'euros par an. Le remboursement de la dette, c'est juste derrière le budget de l'éducation nationale. Bien sûr, ça ne va faire qu'augmenter parce que les taux, c'est des 50 milliards. Quand vous empruntiez quasiment à taux nul, maintenant vous êtes à peu près sur les 10 ans à proche de 3%. Donc, comme vous faites rouler la dette année après année, si toute la dette roule au bout d'un moment à 3%, ce sera plus du 50 milliards, mais vous serez plus proche de 100 milliards. Bruno Le Maire, est-il comme il l'affirmait dans une interview sur BFM, qu'il avait sauvé l'économie française? Alors, est-ce que c'est le sauveur de l'économie française ou le fossoyeur de l'économie française? À défaut d'être un bon économiste, c'est un bon humoriste. Je pense que compte tenu du niveau encore une fois, d'endettement de la France et qui ne s'est pas du tout reflété dans la croissance de manière extrêmement positive, c'est évidemment le fossoyeur de la France, mais c'est lui et Emmanuel Macron, parce que tous les choix, il faut pas se leurrer, il faut pas se planquer derrière Bruno Le Maire. Tous les choix, c'est à lui seul. Tous les choix ont été validés évidemment par Emmanuel Macron. Et donc, ce sont des choix absolument catastrophiques. De toute façon, il y a eu de la gabegie dans tous les sens. On peut parler de la contribution à l'Union européenne, on peut parler du bouclier tarifaire qui a coûté quand même 50 milliards alors qu'il suffisait de revenir à un prix national de l'électricité, c'est 50 milliards d'euros. On peut parler de la stupidité d'avoir continué à émettre des emprunts indexés sur l'inflation. Ça aussi, il y a un coût latent qui est encore proche de 60 milliards d'euros et ça a déjà coûté plus de 30 milliards d'euros. Donc c'est vraiment de l'argent vraiment balancé par les fenêtres. Et il y a les coûts à venir, encore une fois. J'ai parlé du plan de relance qui va coûter une fortune, 117 milliards
à débourser, mais c'est sur 30 ans, ça fait quand même 4 milliards d'euros par an. Vous avez ce que coûtent, mine de rien, tous les engagements qui sont faits vis-à-vis de l'Ukraine, ça coûte aussi énormément d'argent. Et vous avez aussi le coût potentiel de l'élargissement. Encore une fois, l'élargissement, c'est pareil que pour l'Ukraine ou le Mercosur, majorité RN s'opposerait à tout élargissement. Là, avec cette majorité-là, ce n'est pas le cas, donc il y a évidemment des choses à faire à court terme, et l'élargissement, là aussi, la seule Ukraine, c'est estimé qu'en 7 ans, ça coûte 186 milliards d'euros. Rajouter à l'Ukraine, comme c'est prévu, la Géorgie, la Moldavie, les 6 pays des Balkans, avec la Serbie, Macédoine du Nord, Kosovo, Albanie, etc., avec en plus un niveau de criminalité dans ces pays-là, des différences de salaire minimum, et donc immigration, délocalisation à venir, enfin une catastrophe. Je ne parle même pas d'un point de vue agricole vis-à-vis de l'Ukraine, on le sait, au niveau des volailles, au niveau du blé, etc. La concurrence serait complètement délirante pour nos agriculteurs et nos éleveurs. Bah ça aussi a un coût phénoménal, hein. C'est une hausse de la contribution peut-être de 6 ou 7 milliards d'euros par an. Donc il y a tous ces coûts-là qui sont à venir, qui sont complètement dingues et qui ne sont pas des coûts au service des Français. C'est même l'inverse qui est vrai. Donc des économies à faire, il y en a là-dessus. Après, il y a des économies aussi à faire sur le millefeuille, tout le personnel administratif, dans les hôpitaux, à l'éducation nationale, etc. Plutôt que d'avoir des soignants, il y a des économies à faire. Les économies aussi au niveau de tout ce qui est région, intercommunalité, qui finalement, on ajoute des couches pour rien. Toutes les agences aussi de l'État, je crois qu'il y a 1400 agences de l'État, il y a aussi du tri à faire. Donc il y a vraiment un audit très sérieux à faire des dépenses de l'État. Et je pense que ce qui doit être fait, plutôt que de penser à augmenter la fiscalité qui est déjà très importante en France, il faut réellement tailler dans toutes les dépenses publiques qui sont inutiles et d'ailleurs qui n'auraient pas d'impact majeur pour les Français en réalité, parce que c'est pas de l'argent qui touche directement. Il y a des dépenses publiques complètement inutiles qu'il faut couper si on veut retrouver une situation budgétaire qui soit saine et si on veut retrouver un petit peu de marge de manœuvre. Parce que la crise de l'Ukraine ou la crise Covid, les autres pays européens, ils les ont subis aussi. Or, le pays qui a le plus augmenté le ratio dette sur PIB, c'est la France. Au bout d'un moment, il y a la réalité des chiffres, et je sais que Bruno Le Maire a du mal avec les chiffres. La Macronie, c'est une constante, ils ne font jamais d'inventaire. C'est une sorte d'autosatisfaction permanente. On a l'impression on est les plus beaux, on est les meilleurs, et on a tout fait bien en fait, et si ça s'est mal passé, c'est pas de notre faute, c'est de la faute des autres. Le pire bilan de l'histoire de France. Ursula von der Leyen n'est pas une amie ni de la France ni de la souveraineté nationale. On voit que la Commission européenne est dans la lignée de la précédente, voire peut-être même encore plus anti-nucléaire. Bruxelles a une autre idéologie, pour elle l'immigration est plus un projet qu'un danger.